j'appelle tout de suite à me rejoindre Arnaud Pelletier de l'agence Le Privé. Donc, vous commencez à deviner ce dont il va vous parler et qui est expert en intelligence économique. Arnaud, c'est à vous. Le petit bouton vert. Celui-ci. Voilà. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. En préambule, alors ça tombe bien, Bruno vous a un peu dépeint le décor, j'espère qu'il ne vous a pas fait trop peur, parce que je vais en rajouter une couche. Bon. L'idée est de se dire, le postulat de départ, et vous l'avez bien compris, c'est pas de se dire, si j'ai une cyberattaque, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, c'est de se dire, quand je vais avoir une cyberattaque, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est l'objectif de ce que je vais vous montrer, moi je fais ça tous les jours. En fait, je suis un pompier. Les gens m'appellent quand c'est trop tard, quand tout ce que on vous a présenté ça n'a pas été fait, mal fait, la faille a été percée. Et là, il y a des solutions, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez novateur, c'est expérimental. Mais on a des choses à faire, je vais vous présenter un peu tout ça. Alors, en introduction, je vais me présenter, donc mon nom, Arnaud Pelletier, et j'ai une particularité, je pense que vous ne vous y attendez pas en venant aujourd'hui, c'est que je suis détective privé, juridiquement parlant. Donc j'ai un agrément du ministère de l'Intérieur et je fais de l'enquête privée. C'est-à-dire que pour pouvoir enquêter de façon privée en France, c'est réglementé. Et je fais de l'enquête privée, entre autres, dans le numérique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand il y a un souci, on va aller investiguer le monde numérique pour identifier qui a fait quoi, comment, pourquoi, et ensuite, derrière, peut-être judiciariser vos dossiers. Et vous verrez que ça a une incidence importante. Alors, je fais partie du syndicat national des agents de recherche privés au conseil d'administration et à ce titre, j'ai travaillé, et c'est là que j'ai connu Bruno à l'AFNOR, donc depuis 5 ans maintenant, où on a établi une norme, je vous la fais voir, voilà, vous voyez, c'est tout petit, sur la prévention des cyberattaques. Donc, il y a l'aspect prévention, détection, donc ça, c'est Bruno qui vous en a parlé, moi, je vais vous dire après le traitement, ce que l'on fait. Dans ces normes, il y en a deux, il y a aussi ce qu'on appelle la fuite d'informations. Je vais essayer d'étayer ma présentation avec des exemples concrets, parce que moi je suis un chef d'entreprise comme vous, et mes clients ce sont principalement des PME, des ETI, voire des TPE. J'aime bien parler, avant de vous dire cyberattaque, parce que cyberattaque c'est large. Moi j'aime bien parler de malveillance numérique, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que bien souvent les gens quand ils m'appellent, « Allô monsieur Pelletier, j'ai été victime d'une cyberattaque ». Et nous quand on travaille, en fait c'est pas une cyberattaque, c'est une fuite d'informations via le biais numérique, mais que la personne... vous pourriez peut-être assimiler une cyberattaque. Alors, je vous donne un exemple. On a travaillé sur la fuite d'informations. Ce dossier-là, il a à peu près 6 mois. Donc, j'ai un chef d'entreprise de 600 personnes à peu près, pour vous donner une idée de la taille, qui, dans ses produits, a un produit de niche. Et il me dit, je ne comprends pas, j'ai l'impression, j'ai un seul concurrent qui est à l'autre bout de la France, l'entreprise est à Paris, le concurrent, en l'occurrence, était à Marseille. Il a priori, mon fournisseur, j'étais le seul à l'avoir au fin fond de l'Inde, donc pour le trouver, je ne sais pas comment il l'a trouvé. Il communique sur ce produit de niche où j'étais le seul. Il a tous mes prix et il a tout mon fichier client. Je suis victime d'une cyberattaque. OK. Donc on investigue, toujours en deux parties. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Il y a une première partie technique où là, on va analyser avec nos experts en informatique l'aspect technique de la potentielle fuite. Et si cette première partie est positive, une investigation numérique. Et cette première partie technique montre que sur un poste de travail, je le fais très court, hein, un poste de travail, à 3 reprises vers 23 heures, une connexion Dropbox. Pour ceux qui ne connaissent pas Dropbox, en gros, c'est un cloud externe. C'est comme si il y avait un disque dur externe. Voilà. Assez curieux quand même. Et le poste de travail, c'est le directeur commercial de la boîte. On investigue, on trouve les logs, hein, bref. Et on attend pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on met en place des systèmes dont je ne peux pas vous expliquer, mais l'idée, c'est que s'il recommence, on a la vision de ce qu'il met sur la boîte. Et comme par hasard, vous vous en doutez bien, on trouve un certain nombre d'informations confidentielles de l'entreprise sur cette boîte-là. De ce fait, on passe à l'action numéro 2, investigation. Et on détermine l'ensemble du processus et on en apporte la preuve, je vais vous expliquer après comment on fait, avec un rapport d'enquête légal et recevable devant les tribunaux. Et ensuite, le chef d'entreprise, il a le choix. Il va porter plainte, il ne va pas porter plainte, il gère en interne, et je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire. Dans ce cas de figure, il a géré en interne, il n'a pas judiciarisé le dossier, parce que vous savez que judiciariser le dossier, c'est le rendre public, forcément. Et le rendre public,
ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes d'image. Alors attention, ça c'était avant le 25 mai. Depuis le 25 mai, vous avez le RGPD qui va vous obliger à déclarer un certain nombre de fuites de données. Donc il va falloir s'y préparer. Alors, de nombreux guides de bonne pratique existent. On en a parlé, l'ANSSI, la CTI, la CPME, je vous en fais voir un. Moi, je vous donne des cas concrets, pratiques, faciles pour vous. S'il y a une chose à faire, la première chose, vous allez sur le site de l'ANSSI, c'est gratuit, vous téléchargez 2 guides. Ce guide-là, 12 règles de bonne hygiène informatique, et le guide d'après, qui s'appelle le guide de l'hygiène informatique, en 24 points. C'est gratuit, vous le téléchargez, et le soir, vous en lisez quelques pages. Juste en faisant ça, vous couvrez 90% des menaces. Faites-le, c'est gratuit. Deuxième bonne nouvelle, pas que l'ANSSI, mais l'ANSSI, entre autres, vient de sortir depuis hier, donc vous voyez, c'est tout nouveau, un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Et sur ce site, vous avez un kit de sensibilisation qui est très bien fait. Il a été mis en ligne hier, donc j'ai passé ma soirée à l'étudier. J'ai des soirées assez rigolotes. C'est génial pour vous parce que ça ne vous coûte rien. Dedans, vous avez des vidéos pour former votre personnel. Vous avez des petites affiches, vous avez des slides. C'est super bien fait, ça ne coûte rien, donc allez-y. Mais au-delà de ces guides, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire après, et c'est ce que je vais vous présenter. Donc, l'investigation numérique privée, avec quand, pourquoi, qui, comment. Et tout ça en essayant de vous donner des petits exemples concrets pour être très terre à terre. Alors, je répète forcément, on parle du même sujet, donc je répète un peu ce qui a été dit. Bon, moi, j'ai mis 170 jours en moyenne avant d'identifier une cybermenace. Selon les études, c'est entre 150 et 300, ça dépend des études. La seule idée qu'il faut se dire et qu'il faut garder en tête, c'est qu'une cybermenace, quand vous la voyez, ce n'est pas là qu'elle est arrivée. Elle est arrivée bien avant. D'où l'intérêt d'être vigilant. D'où l'intérêt de se dire, tiens, j'ai un poste de travail qui ne régit pas comme d'habitude. Tiens, j'ai une information qui a fuité, elle n'aurait pas dû fuiter. Tiens, et tout de suite de vous dire, je regarde avant qu'il ne soit trop tard. On peut agir avant, on peut bloquer avant, on peut récupérer des fuites de capitaux avant que ça parte au fin fond de l'Asie du Sud-Est. On l'a fait pour un client il y a 15 jours, on a récupéré quand même 200 000 €. C'est pas rien, pour une PME, c'est pas rien. Alors évidemment, TPE, PME, alors vous allez me dire, c'est bien l'investigation privée, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, je vais à la police. Alors la police, bon courage. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, j'étais à une conférence à l'École nationale supérieure de la police à Lyon la semaine dernière. Même eux, police judiciaire, ils vous le disent. Le commissariat du coin, il n'est pas armé, ils ne savent pas faire. En revanche, il y a des services. Alors, je vous les présente avec les acronymes de l'administration. J'ai pris mon petit papier parce que j'en loupe toujours. Bon, l'ANSSI, vous connaissez. Mais l'autre, Office central de lutte contre la cybercriminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Division de l'anticipation et de l'analyse, brigade d'enquête et de fraude aux technologies de l'information et centre de lutte contre la criminalité numérique. Le premier, c'est police judiciaire, avec la parenthèse, et celui tout au fond, c'est gendarmerie. Pour vous donner une petite idée, l'ANSSI, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui 400 personnes. L'ANSSI, aujourd'hui, elle traite maximum 20 000 entreprises. Dans ces 20 000, 10 000 OIV, vous connaissez les OIV d'importance vitale, et 10 000 un petit peu moins sensibles. En France, il y a 3 400 000 entreprises, pour vous donner un ordre d'idée. Le C3N, c'est 35 personnes. Donc inutile de vous dire qu'aujourd'hui, la réponse régalienne, une fois que vous êtes victime d'une cyberattaque, elle n'existe pas concrètement. J'ai fait cette présentation avant-hier dans un syndicat du BTP. Une personne dans la salle avait été portée plainte la veille. Il nous a expliqué à toute la salle comment ça s'était passé. C'était ubuesque. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réponse n'étant pas là, faut vous débrouiller autrement et faire appel à des sociétés externes. Quelque chose d'important, 78% des fuites d'informations sont de sources internes. Et ça, vous pouvez le lire 300 fois dans toutes les études. On vous le redit à chaque fois. Ça veut dire quoi? Il faut être un peu parano, mais pas trop. Souvent, ça vient de mes salariés. Mes salariés qui quittent l'entreprise, mes salariés qui vont à la concurrence. Souvent, soit de la négligence, soit de la malveillance. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'était très récent, il y a 3 semaines. Un client grosse PME, qui vend des sites Internet pour ses clients, de la maintenance et des organisations d'e-commerce.
Donc, a priori, quelqu'un qui est au courant, qui connaît cette technique. Hein. Je ne comprends pas, M. Pelletier. J'ai 30 sites clients qui sont attaqués sur leur formulaire de contact et qui mettent mes sites clients en rideau. En gros, vous avez tous sur vos sites des formulaires « Contactez-nous ». Même avec une captcha, même avec un code, si vous balancez 10 millions de demandes d'un coup, ça bloque le site. C'est ce qui se passe. Il me dit, je suis victime d'une cyberattaque. Au secours, qu'est-ce qu'on peut faire? Aidez-moi. On y va, on prend le dossier, on fait la première analyse technique, et on s'aperçoit, donc l'analyse technique, grosso modo, 10 jours de travail. Et on s'aperçoit qu'en fait, lui pensait que c'était quelque chose d'une cyberattaque. Et il pensait à, en fait, l'ancien associé qui était parti et qui avait conçu les sites et qui avait monté une société concurrente. Donc une attaque ciblée. Il était certain que c'était lui, et en fait, il nous mandatait pour en apporter la preuve et aller porter plainte contre cet associé. Et on s'est aperçu en fait que ces sites internet étaient ultra mal faits, n'étaient pas du tout à jour, et qu'il était victime d'attaques globales planétaires absolument pas ciblées, et que l'ancien associé n'avait rien à voir là-dedans. Négligence. Donc lui, il pensait à de la malveillance, l'ancien associé. Je vais vous donner des exemples où il y a vraiment de la malveillance. Hein. Et puis, en fait, c'était de la négligence. Donc là, forcément, on n'est pas passé à la phase 2, pas besoin de judiciariser. Il a juste mis en place des mesures correctives sur ces systèmes d'information. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire si on fait une investigation privée? Soit on a une action civile, soit une action au pénal. La différence entre les deux. Donc, la science au civil vous permet de reconnaître un préjudice. Alors, au-delà, vous le savez, tout comme moi, le préjudice, c'est bien, mais après, il y a l'indemnité qui est intéressante. Et là, on en arrive à l'action assurantielle. Aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, et le vôtre n'y échappe pas, c'est certain, les assureurs se jettent à corps perdu dans la cyberassurance. Vous êtes déjà sollicité, j'en suis sûr, et vous le serez de plus en plus. Et à un moment ou à un autre, le risque étant tellement trop grand, vous allez vous assurer. La problématique, c'est qu'avant de s'assurer, tout va bien. Ça, on a tous vécu ça, hein, c'est magnifique, les clauses sont superbes, on va vous rembourser. Voilà. Une fois que vous avez l'action et le préjudice, pour se faire rembourser, il faut apporter la preuve du préjudice. Et là, si vous arrivez juste avec votre rapport technique du responsable SSI de la boîte, ça ne suffira pas. Et bien souvent, ça passe par une plainte au pénal. Donc on espère une indemnisation. Alors la plainte au pénal, c'est la lutte contre la fraude, il faut qu'elle soit recevable. Et là, sans un rapport d'enquête, vous avez bien compris que le commercial du coin, il ne sait pas faire. Vous appelez l'ANSSI, vous êtes une PME de 500 personnes, vous aurez une fin de non-recevoir. Et on va vous renvoyer vers des partenaires techniques, des partenaires privés. Et de plus en plus, l'État organise un partenariat public-privé parce que le public ne peut pas répondre à la masse d'entreprises qui se font pirater. La dernière, là, il y a 2 jours, quand j'ai fait une réunion, j'ai demandé dans la salle, là je ne le ferai pas aujourd'hui, qui s'était fait cyber-pirater. 5 personnes sur 70, juste dans une salle de réunion. Et ici, je suis sûr qu'il y en a, j'en suis certain. L'idée de l'action pénale, c'est d'avoir donc la légitimité et d'obtenir réparation. Alors, obtenir réparation, on y arrive, contrairement à ce qu'on pense. Réparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne l'exemple de, vous connaissez tous les faux vies. Je sais pas, non? Faux vies, les faux ordres de virement. Donc la fraude au président, je pense que tout le monde en a entendu parler, parce que ça fait des années qu'on en parle, avec les dérives, hein, fraude aux fournisseurs, fraude aux achats, fraude aux factures, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Le principe est toujours le même, via une ingénierie sociale, un virement part de chez vous. Un client, donc virement de 400 000 €, le virement, il est toujours en effet rebond. Il ne part jamais directement dans le pays cible. Il y a un premier rebond en Europe. Donc ça passe un premier virement en Europe, et ensuite ça repart. On a agi tellement vite qu'on a réussi à bloquer la moitié des fonds. Donc sur les 400 000, on a bloqué 200 000, ce qui est déjà pas mal, en Europe. Les 200 000 autres, ils sont partis en Chine, fini, on ne les verra plus jamais. En revanche, les 200 000 qui restent, le client va les récupérer. Donc ça veut dire que dès qu'on a un doute, il ne faut pas attendre, dès qu'on a un doute, on agit tout de suite. Si vous voulez éviter la catastrophe, ayez le réflexe de vous dire « j'agis tout de suite ». C'est vraiment ultra important. Et enfin, ne pas être alarmiste a priori. Pourquoi je dis ça? Ne pas être alarmiste a priori, c'est que j'ai pas mal de dossiers où, par rapport à toutes ces conférences que l'on voit aujourd'hui, les gens sortent de là en se disant « c'est horrible, je vais me faire attaquer, je vais me faire cyberattaquer ». Non.
Si vous réagissez tout de suite, que vous faites une étude technique au moment où vous vous dites « mince, le PC ne marche plus, mince, il y a une fuite à la concurrence », eh bien souvent, vous arriverez à gérer le problème. Je vous donne un autre exemple. Très, très grosse entreprise que vous connaissez tous. Ils doivent avoir, je ne sais pas, peut-être 1000 points de vente en France. Comité de direction, ils sortent un nouveau produit d'ordre commercial pour lutter contre la concurrence, avec une offre qu'ils ont mis 6-8 mois à la mettre en place. 24 personnes dans le comité de direction, personne n'est au courant. Le lendemain du comité de direction, sur Twitter, quelqu'un qu'on ne connaît pas tweet l'offre, le prix et critique l'offre. Telle société va sortir tel produit, c'est nul, enfin bref. Branle-balle combat, pourquoi, comment, qui, voilà. Fuite d'informations. Alors là, est-ce que c'est de la cyber? Parce que vous savez qu'il y a des PDF, voilà, tout ça c'est sur des machines. Comment c'est sorti? Rebelote, on fait une enquête numérique. Là, l'enquête numérique, on l'a fait directement sur Twitter pour essayer d'identifier la personne. Et on l'identifie. On remonte à cette personne, on fait son environnement, on fait une enquête pour le coup physique, filature, surveillance, là, une vraie enquête. Et on s'aperçoit que cette personne est en relation avec un des membres du comité de direction. Et donc là, on remonte toute la filière. Je vous passe le détail de ce qui s'est passé après. Ça a été réglé en interne. Pas de fuite, évidemment. Pas de plainte. Bon, la personne a perdu son travail, évidemment. Mais pour vous dire qu'on peut agir. On peut vraiment agir. Alors, des exemples comme ça, je peux vous en faire pendant 3 heures. J'en ai à peu près, en ce moment, on en fait 2 par semaine, pour vous donner une idée des volumes. Et je ne suis pas le seul à le faire. Alors, qui fait ça? Donc, pour que ça soit, donc, le rapport d'investigation numérique privée, c'est réglementé. C'est-à-dire qu'une société informatique ne peut pas vous le faire. Elle peut vous faire l'analyse technique, mais elle ne peut pas vous faire l'investigation. Donc l'ARP, c'est agent de recherche privé, détective privé en français. Le CNAPS, donc ça c'est la cellule qui nous réglemente, donc Conseil national des activités privées de sécurité, et donc ça dépend du ministère de l'Intérieur. Pour vous donner une idée des contraintes que l'on a, agrément renouvelé tous les 5 ans, obligation de formation et visite sur site tous les 5 ans, avec contrôle, et si on n'est pas dans les clous, on perd l'agrément. En volume, des gens qui font mon métier, il y en a 850 en France. Il y a 850 agréments délivrés sur toute la France. Donc c'est vraiment quelque chose, un métier de niche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On travaille essentiellement, quand on est dans ces aspects-là, sur le deep web et le dark web. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Non, c'est pas bon. Alors je le fais très vite, parce que sinon on va dépasser. En gros, il faut s'imaginer, là j'ai pas la diapo, mais imaginez-vous un iceberg, la ligne de flottaison, la partie au-dessus, la partie immergée. Ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le clear web. Ah, excusez-moi. Ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qu'on appelle le clear web. Le clear web, c'est ce que vous connaissez. Google, Amazon, ainsi de suite. Alors en France, Google, 98% de part de marché, donc en gros, tout le monde va sur Google. Allez sur DuckDuckGo, allez sur Quant, c'est français. Je fais un peu de promo, Made in France. Au-delà de ça, là-dessus, c'est là où sont vos entreprises, où sont vos sites Internet, où sont vos clients. Et les éléments malveillants, ils sont en dessous. Donc en dessous, on a une première partie qui est le deep web. Le deep web, c'est quoi? C'est l'ensemble du web qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche. Pour vous donner une idée de proportion, en volume, c'est 600 fois le clear web. Donc ce que vous voyez, vous, Google, 600 fois plus, il y a en dessous qui n'est pas référencé. Et là-dedans, quand on sait faire, moi je trouve dans vos entreprises, là, c'est certain, vous me laissez 2 heures, je trouve des PDF, je trouve des fichiers Excel, je trouve le rapport du stagiaire qui est venu chez vous et qui ne l'a pas protégé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça encore, c'est pas si grave. Après, en dessous, on descend encore, il y a le dark web. Et là, il y a la cybercriminalité organisée. Il faut bien comprendre que le cybercriminel, il y a 10 ans, c'était un expert. Aujourd'hui, le cybercriminel, ça peut être un gamin de 17 ans. Toutes les solutions d'attaque sont en vente sur le dark web, c'est-à-dire que les gens ne sont plus des programmeurs. Ils utilisent. La mafia, aujourd'hui, est basculée trafic d'êtres humains, trafic de drogue, à cybercriminalité. Moins dangereux, moins risqué, plus facile, et les moyens dépassent les moyens des États. Alors, je ne dis pas qu'ils vont aller attaquer votre PME, mais c'est une possibilité parce qu'il y a les attaques ciblées, on l'a vu tout à l'heure, et on va en parler avec le social engineering, et puis il y a les attaques en masse. Et les attaques en masse, quand on clique, c'est trop tard. On va en parler tout de suite. Comment on fait une investigation numérique? Il y a la partie technique et la partie investigation. J'en ai parlé tout à l'heure. Première partie technique. Donc là, en l'occurrence, moi, je travaille avec la société Intrinsèque, qui sont à peu près les numéros 1 il y en a peut-être des gens qui les connaissent. Je vois des têtes qui me disent oui.
en investigation numérique, et nous, on leur fait leur partie investigation. L'humain est au cœur du débat, et j'insiste là-dessus. Les solutions techniques, ça marche, il faut le faire, faites-le. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui vous a été présenté, faites-le. Mais si vous n'investissez pas sur l'humain, vous serez victime, c'est sûr et certain. Je parle notamment de social engineering. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Non plus. Très vite, social engineering, technique issue des sciences sociales à la fin de la guerre froide. Je fais très vite, parce que je fais un cours là-dessus qui dure 2 jours. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si on veut vous attaquer de façon directe, on va vous étudier. Donc, première chose, pensez, moi j'adore dire ça, pensez à ce qu'on appelle la discrétion professionnelle. Et pensez notamment, là je ne l'ai pas sur moi, à vos téléphones, Twitter, Facebook, qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris. Alors il y a vous qui êtes sensibilisés, puis il y a tous vos salariés, et notamment vos jeunes salariés. La génération Y, la génération Z, eux, ils sont nés avec un téléphone dans la main. Pour eux, c'est normal, quand je rentre dans une entreprise, je prends les photos de la chaîne de production, je balance ça à un copain, je sors du système d'information complet. Méfiez-vous de ça. La première entreprise qui a mis une charte informatique interdisant l'utilisation des réseaux sociaux sur l'entreprise, c'est Porsche, il y a plus de 10 ans. Pourquoi je dis ça? Un autre exemple. Un chef d'entreprise, tout son système bloqué ransomware. Tous ses serveurs. 2 semaines d'arrêt de travail. Comment ça s'est passé? Le type, au-delà de son travail, il est fan de foot en province. Et il sponsorise l'équipe de foot de son village parce que, voilà, affectif, il aime ça. Et donc, il suit cet événement. La semaine qui suivait, il avait un événement avec son équipe de foot. Et il reçoit un mail de son équipe de foot qui lui dit « Est-ce que tu seras bien présent à l'élément, machin, est-ce que tu peux me valider le programme 6 juin ?» Il clique sur le programme 6 juin. 2 secondes après, tout son système bloqué. Voilà. Et là, système bloqué, c'est-à-dire on lui demande une rançon. Donc là, on lui demandait 3 bitcoins. Regardez sur vos portables la valeur du bitcoin aujourd'hui, vous allez voir que ça fait un petit peu de sous. Et au-delà de ça, il ne faut jamais payer, parce que vous n'avez aucune garantie qu'on vous donne les codes de déchiffrement. Heureusement pour lui, il avait un bon système de sauvegarde. Donc il a récupéré, mais le temps, ça c'est la théorie, j'ai la sauvegarde, mais le temps de tout remettre en œuvre, de passer le stress, de nous appeler, de faire une analyse, de savoir qu'il n'y a pas pire, et ainsi de suite, bah pour le plan de continuité d'activité, comme tu disais, et ben pour s'en sortir, ça lui a coûté 2 semaines de travail. Donc le social engineering, méfiez-vous de ça. Un petit test que vous allez faire là pendant la pause, parce que je suis certain qu'au moins 20% d'entre vous sont concernés, vos emails. Est-ce que vos emails ont été piratés? Là, vous allez me dire, bah non, je le saurais. Bah oui, voilà. Donc ce que vous faites là, vous prenez votre téléphone en sortant, vous tapez sur Google, email compromis, base de données d'email compromis. Vous verrez, il y a plein de sites qui vous proposent ça. Vous tapez votre email et ils vont scanner toutes les compromissions où il y a eu des fuites de données avec les emails connus. 25% d'entre vous vont trouver leur email dans la liste. C'est sûr, vous verrez, vous le ferez. Et si vous trouvez votre email dans la liste, pas de panique, mais il faut quand même se dire, ah, mais ce mail-là, je l'ai mis, il a été pris, je dis n'importe quoi, Dailymotion, elle s'est fait pirater, Netflix, on a tout ce qu'on a vu, il y en a plein. Ok, mais peut-être que ce même email, je l'utilise pour mes comptes bancaires. Peut-être que ce même email, je l'utilise pour mon intranet de ma société. Et peut-être que mon mot de passe, comme je suis un peu feignant et que je n'ai pas envie d'avoir 50 mots de passe, comme parce qu'on est tous humains et qu'on en a tous marre de retenir des mots de passe qu'on oublie, eh ben peut-être que c'est le même. Donc ça veut dire quoi? Changez tout de suite votre mot de passe et si possible, cet email, vous le changez. Et régulièrement, vous checkez. Et ça, c'est valable pour vous en tant que chef d'entreprise, mais c'est valable aussi pour vos salariés. Ça, c'est des règles de base, mais qu'on ne fait pas. Faites le test, vous verrez. Vous viendrez me voir à la pause en me disant « Ah bah oui, je suis dans la liste ». Je le signe tout de suite. Alors ensuite, donc l'objectif du rapport d'enquête privé numérique, c'est de rendre intelligible et juridiquement recevable une complexité technique et humaine en 2 parties. Donc le document est recevable devant les tribunaux et je vais vous expliquer comment est séquencé ce document. Je me dépêche parce qu'il y avait déjà eu un peu de retard avant. Alors en gros, il y a 5 parties dans un rapport d'enquête numérique et ça se présente comme ça. En gros, en volume, une 60aine de pages pour vous donner une idée. D'abord, nous, on doit déterminer la réalité de la faute. Parce que vous l'avez bien compris, entre ce que vous suspectez en nous appelant et ce que nous, on trouve sur le terrain, des fois, la marge, elle est très, très grande. Donc, on détermine la réalité du préjudice, le lien de causalité entre l'attaque ou la fuite d'informations ou la malveillance numérique et la réalité. Et on essaye de déterminer la légitimité judiciaire qui va vous permettre de porter plainte.
On détermine l'origine de l'attaque. Donc là, c'est l'attribution de l'attaque. Et pour ça, on utilise un CERT. Je vous expliquerai ce que c'est qu'après qu'un CERT. Mais l'idée, c'est qu'on a des expertises au niveau mondial et on sait comment sont produites les cyberattaques. Rappelez-vous, les lots de cyberattaques sont vendus sur le dark web et donc on retrouve toujours le même mode opératoire quand ce sont des attaques en masse. Nous, on sait comment ça marche et donc on peut très vite voir si vous êtes victime ou pas. On définit les modes opératoires, ce qui nous permet d'avoir une idée de qui est l'attaquant. On détermine les motivations de l'auteur. Alors évidemment, les motivations, elles sont souvent financières. Hein. Un ransomware, forcément, on vous veut de l'argent. Mais pas que. On vous vole de l'information, ça vaut de l'argent, mais ça vaut aussi votre business. Donc ça peut être un préjudice indirect. Très souvent, au début, je pense à Anonymous, par exemple, on était plutôt dans de l'idéologie. D'ailleurs, le terme hacker est souvent pris par une connotation négative, alors qu'en fait, c'est positif. Hein. Un hacker, c'est quelqu'un qui teste un système d'information pour le rendre meilleur. Et souvent, on prend ce terme à l'envers. L'espionnage, l'espionnage, depuis Snowden, je pense que j'ai plus rien à dire, moi. Voilà, là, la démonstration a été faite. La malveillance, donc la malveillance, ça arrive très souvent. Donc, ancien salarié, ça, moi, j'ai tout le temps. Hein. Par mois, j'en ai à peu près 3. Le bras droit du patron, l'ancien salarié qui part à la concurrence, qui débauche le personnel, qui monte une boîte identique, qui vole le fichier client, qui vole le fichier fournisseur, et j'en passe et des meilleurs. Ça arrive. Pourquoi? Il faut juste, ça c'est vachement important, notamment la jeune génération. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on faisait une carrière dans une entreprise. Et on travaillait pour l'entreprise. On avait un esprit d'entreprise, un amour de l'entreprise. C'est terminé. Même si vous voulez le faire, super, mais c'est terminé. Aujourd'hui, les gens travaillent pour eux. C'est du personal branding. C'est leur marque, c'est leur carrière. Ils vont faire 3 ans dans une boîte, 5 ans dans une autre. Et quand ils partent de votre entreprise, même si ça s'est bien passé, tous prennent leur clé USB et prennent déjà juste le travail qu'ils ont fait pour vous. Pour eux, ça leur appartient. C'est mon travail, c'est moi qui l'ai fait. Ah ben non, tu as été payé pour le faire pour l'entreprise. Ça, c'est une question de mentalité et ça explique plein de choses. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, comme c'est facile, il faut bien voir que tout ça, avant, c'était l'apanage des services secrets de renseignement de faire tout ça. Aujourd'hui, moi, je pirate votre téléphone en à peu près 12 secondes. Une fois qu'on sait faire et qu'on a les outils, c'est facile. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas si c'est le cas dans vos entreprises, mais avoir une charte informatique annexée au règlement intérieur et signée avec le contrat de travail qui explique ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et quand on quitte l'entreprise, on s'engage à ne pas partir avec le disque dur chargé sur une clé USB. Parce qu'aujourd'hui, une clé USB, les capacités ont explosé, donc on peut mettre beaucoup de choses. Voire Dropbox et tout le reste. Voilà. Alors, déterminer ensuite le vecteur de l'attaque. Donc là, en fonction des informations et des sources, on voit quel est le vecteur. Et donc là, on bascule sur le technique. Quelle a été la faille chez vous? Pourquoi? Par exemple, mon entreprise qui s'est fait fuiter de l'information sur Dropbox, le SI, le système d'information, n'était pas suffisamment verrouillé. Normalement, on n'a pas à se connecter vers un compte externe pour faire fuiter de l'information. Et enfin, déterminer les responsabilités, ça c'est très important. Donc on met en évidence les failles techniques, les failles humaines et les failles organisationnelles. Pourquoi on fait ça? C'est que ça vous permet de déclencher la cyberassurance. Et la cyberassurance, aujourd'hui, il commence à rembourser beaucoup. Hein. Les derniers montants que j'ai vus, on est à 400 500 000 euros. Hein. Donc on commence à se dire, peut-être que je vais y aller. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais que vous ayez en tête, avant qu'on se quitte et qu'on boive un petit verre ensemble, si vous le voulez. Tout de suite. Après. Ouais, moi, j'y suis déjà. Moi, j'ai fini, je suis à l'apéro. Hein. Alors, vous aussi? Bon. Action proactive et veille permanente. Ça veut dire quoi? C'est penser à l'amélioration continue, la route d'Hemming, pour ceux qui ont fait un peu de qualité ou qui ont été à l'école il y a quelques années. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, formez votre personnel, mais formez-le pas qu'une fois. Moi, j'ai plein de boîtes. Oui, j'ai fait une formation. C'était quand? Ah ben, c'était en 2015. Et depuis? Ah ben non. Non, la formation, c'est tous les 6 mois. Pensez à cybermalveillance.gouv.fr. Vous avez les kits, c'est gratuit, vous les avez. Vous donnez quelqu'un chez vous en interne, il va faire de la formation, des piqûres de rappel. Et la formation, ce n'est pas que le top 5. La formation, c'est la personne qui est à l'accueil, parce que c'est par là qu'on rentre. C'est toujours le maillon le plus faible. Donc, c'est la secrétaire, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est la personne qui fait l'accueil, même des fois la personne qui fait le ménage. Parce qu'on peut passer par là, moi dont c'est le métier, je peux vous dire que récupérer de l'information dans une société, c'est assez facile. Donc formation permanente du personnel et évaluation du système d'information
Mettez à jour en permanence, ça je le redis parce que les fuites, elles sont toujours par là. Mettez à jour en permanence votre Windows, vos antivirus, et ainsi de suite. S'il y a un problème, on vérifie ses soupçons et on fait une levée de doute avec une entreprise dont c'est le métier et qui est certifiée, certes, obligatoirement, parce qu'elle aura, ça vous garantit son expertise. Donc certes, Computer Emergency Response Team, en gros, c'est une analyse de réponse à l'incident numérique et l'expertise est mondiale. Et enfin, si la levée de doute vous dit oui, il y a quelque chose qui ne va pas, on fait une investigation numérique pour essayer d'identifier qui, quoi, comment, et d'apporter une réponse derrière parce que ce n'est pas perdu. Je veux finir sur une note positive, c'est pas perdu. Des fois, ça l'est, mais c'est pas perdu. Voilà, pour les questions, il y a une table ronde. Exactement. Et donc, je m'arrête là. Merci de votre Arnaud. écoute. Alors, j'invite Arnaud à s'asseoir.